L'immense station spatiale appelée Nexus Prime flottait dans l'obscurité entre les étoiles. De la taille d'une petite lune, elle abritait des millions d'êtres venus de toute la galaxie. Des vaisseaux allaient et venaient tels des insectes autour d'une lumière vive. Certains étaient élégants et argentés, comme les vaisseaux zéphiriens. D'autres étaient sombres et anguleux comme les navires de guerre de l'Empire Corvin. Quelques petits vaisseaux simples appartenaient à des espèces plus récentes de la galaxie. La capitaine Elena Vasquez parcourait les larges couloirs de Nexus Prime. Son uniforme marron paraissait simple à côté des vêtements raffinés des autres espèces. Elle portait une simple tablette, tandis que les extraterrestres autour d'elle arboraient des écrans flottants et des appareils lumineux. Certaines créatures la dominaient avec leurs 4 bras et leur peau de cristal. D'autres flottaient dans des réservoirs transparents remplis de gaz violet. Toutes remarquèrent à peine la femme humaine à son passage. Elena se dirigea vers la salle du conseil. La pièce était immense, avec des sièges disposés en cercle autour d'une estrade centrale. Chaque espèce disposait de sa propre section, dotée de contrôles spéciaux de l'air et de la gravité. La section humaine était petite et nichée dans un coin. Seuls 3 humains y étaient assis, tandis que certaines espèces occupaient des sections entières avec des centaines de représentants. La réunion commença par la cérémonie habituelle. Un être grand, mince et éthéré flotta jusqu'à la plateforme centrale. Son corps semblait fait de lumière et de brume. Lorsqu'il parla, sa voix résonna dans l'esprit de chacun plutôt que dans leurs oreilles. Le Conseil de la Confédération galactique est en session, annonça l'éthéré. Aujourd'hui, nous discutons des routes commerciales à travers le secteur de Vega et des conflits territoriaux dans la bordure extérieure. Elena écoutait les espèces discuter des voies de navigation et des droits miniers. Les Zéphiriens parlaient avec une précision mécanique d'amélioration d'efficacité. Leur peau argentée reflétait les lumières de la salle, tandis qu'ils présentaient cartes et données. Les représentants des Corvins grognaient et montraient leurs dents pointues en discutant des zones de patrouille militaire. Leurs armures noires émettaient des cliquetis lorsqu'ils se déplaçaient. Des heures passèrent en débat sur les inspections des cargaisons et les tarifs douaniers. Elena prenait des notes sur sa simple tablette, tandis que d'autres espèces utilisaient des écrans holographiques sophistiqués. Elle remarqua le regard des autres délégués sur la section humaine. Certains semblaient amusés, d'autres agacés par la présence même des humains. Finalement, le général Tax de l'Empire Corvin se leva. Il mesurait 2,50 m, avait la peau grise et les yeux rouges. Son visage était couvert de cicatrices, héritées de vieilles batailles. Sa voix était grave et rauque. « Pourquoi perdons-nous notre temps sur ces détails ?» demanda Tax. « Le véritable problème, c'est la sécurité dans la bordure extérieure. Des pirates attaquent nos cargos. Des groupes rebelles se cachent sur des mondes sans défense. Nous avons besoin de patrouilles militaires puissantes pour maintenir l'ordre. » Plusieurs espèces acquiescèrent d'un signe de tête. D'autres semblaient inquiètes de la présence des soldats de Corvin dans leur espace. L'ambassadrice Zéla des Zéphiriens répondit avec son calme habituel. « La force militaire crée souvent plus de problèmes qu'elle n'en résout, général. Une coopération accrue entre les autorités civiles serait être plus efficace. » Takix rit, un rire semblable à un grincement de métal. « Coopération ? Civile ?» Il désigna la section humaine d'un doigt griffu. Comme ces nouveaux venus primitifs, ils ont quoi ? 12 vaisseaux de patrouille ? À peine assez pour protéger leur propre système. Elena sentit son visage s'échauffer, mais garda son calme. Dans la salle, d'autres espèces se mirent à glousser. Le Corvin avait énoncé un fait bien connu. La flotte officielle de l'humanité était effectivement petite et obsolète par rapport à celle des autres espèces. Poursuivit Tax, les espèces incapables de se défendre devraient-elles se concentrer sur l'exploitation minière et l'agriculture ? La sécurité serait confiée à ceux qui disposent d'une puissance militaire suffisante. De nouveaux rires emplirent la salle. Elena regarda ses 2 collègues humains. Le commandant Ross resta silencieux, comme toujours. Le docteur Chen, leur conseiller scientifique, parut gêné. Elena se leva lentement. « Nous apprécions l'inquiétude du général pour notre sécurité, » dit-elle d'une voix ferme. L'humanité continuera de contribuer à la paix galactique par tous les moyens possibles. Tax sourit, montrant ses dents pointues. Bien sûr que tu le feras, petit humain. Mine des astéroïdes et cultive des cultures vivrières. Laisse le travail important aux vrais guerriers. La réunion dura encore 2 heures. Elena resta assise en silence tandis que les espèces discutaient des programmes de patrouille et des budgets de défense. L'Empire Corvin possédait la plus grande flotte, avec plus de 50 000 navires de guerre.
Les Zéphiriens disposaient d'une technologie avancée qui rendait leur petite flotte très efficace. Même des espèces mineures comme la République d'Alderaani possédaient des centaines de vaisseaux modernes. À la fin de la session, Elena retourna à ses quartiers sur Nexus Prime. Sa chambre était petite et simple, avec un mobilier sommaire. Elle activa son appareil de communication et attendit que la connexion cryptée s'établisse. Au bout de quelques instants, le visage d'un homme apparut à l'écran. L'amiral Chen faisait son rapport, dit-il. Il portait l'uniforme du commandement spatial terrestre, mais avec des insignes supplémentaires que peu de gens avaient jamais vus. « Oncle Marcus », dit Elena avec un léger sourire. Ils n'étaient pas vraiment apparentés, mais se connaissaient depuis son enfance. Les Corvin Air deviennent plus agressifs. Tax fit son discours habituel sur la faiblesse humaine. Le visage buriné de l'amiral Chen ne laissait transparaître aucune expression. Et les autres, toujours pareils. Ils nous voient comme des travailleurs utiles, mais pas comme de véritables acteurs de la politique galactique. Elena s'assit sur son lit simple. Combien de temps encore allons-nous devoir faire semblant? Chen regarda quelque chose hors champ, lisant probablement des rapports de toute la galaxie. Le protocole Prométhée est presque prêt. Quelques mois de préparation supplémentaire devraient suffire. Elena hocha la tête. Elle avait grandi en entendant des histoires murmurées sur Prométhée, le plus grand secret de l'humanité. Même maintenant, seuls quelques centaines d'humains dans toute la galaxie connaissaient toute la vérité. Les Corvins préparent quelque chose d'important, poursuivit-elle. Tax n'arrête pas de parler de donner des leçons aux espèces qui ne respectent pas l'autorité. Nous savons, répondit Chen. Nos agents des réseaux de communication Corvins signalent une activité militaire accrue. Ils déplacent des vaisseaux vers les systèmes intérieurs. Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les systèmes intérieurs abritaient les mondes d'origine de plusieurs espèces plus petites, dont la Terre. Si les Corvins préparaient une attaque là-bas, des millions de personnes pourraient mourir. « Quels sont nos ordres » demanda-t-elle. « Continuez à surveiller et à faire des rapports. Assurez-vous que tout le monde réfléchisse encore. Nous sommes des mineurs et des agriculteurs inoffensifs. Le moment venu, vous saurez quoi faire. » La communication fut interrompue. Elena était assise seule dans sa petite chambre, réfléchissant aux événements de la journée. Par la fenêtre, elle pouvait voir les lumières d'innombrables vaisseaux naviguant autour de Nexus Prime. Transporteurs de marchandises, paquebots et escortes militaires vaquaient à leurs occupations. Certains de ces vaisseaux appartenaient à des humains, mais personne n'y prêtait attention. Elena avait vu le manifeste de chargement des vaisseaux humains. Ils transportaient du matériel minier, des vivres et des produits manufacturés vers des colonies à travers la galaxie. Les vaisseaux semblaient vieux et lents comparés à la technologie extraterrestre. Leurs équipages semblaient amicaux, mais sans intérêt. D'autres espèces trouvaient les humains utiles pour le travail et le commerce de base, mais rien de plus. Ce que ces autres espèces ignoraient, c'est que chaque vaisseau humain transportait plus que sa cargaison officielle. Des compartiments secrets contenaient des équipements de pointe qui auraient choqué les scientifiques galactiques. Les équipages, qui semblaient être de simples mineurs et commerçants, avaient reçu un entraînement militaire surpassant celui de la plupart des forces spéciales galactiques. Même les vaisseaux eux-mêmes n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Elena repensa à son propre voyage vers Nexus Prime. Elle avait voyagé à bord d'un vaisseau cargo humain appelé le Vent du désert. Aux yeux de capteurs externes, il ressemblait à un vieux cargo lent transportant du grain des colonies agricoles de la Terre. L'équipage portait des vêtements de travail simples et parlait avec des accents régionaux de divers mondes humains. Mais Elena avait constaté les véritables capacités du vaisseau lors d'un bref essai. Des moteurs dissimulés pouvaient propulser le vaisseau plus vite que la plupart des croiseurs militaires. Dissimulés. Des systèmes d'armes pouvaient détruire des navires 10 fois plus gros. Le grain dans la cale était réel, mais en dessous se trouvait du matériel militaire capable d'équiper une armée entière. Chaque vaisseau humain dans l'espace recelait des secrets similaires. Depuis 50 ans, depuis que l'humanité avait rejoint la Confédération galactique, elle avait développé et dissimulé ses véritables capacités. D'autres espèces ont vu ce qu'elles s'attendaient à voir. Une culture jeune et primitive cherchant sa place parmi les civilisations avancées. L'appareil de communication d'Elena sonna doucement. Un message portant le sceau de l'Empire Corvin apparut. Elle l'ouvrit et lut le texte officiel. Ses mains se mirent à trembler lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. Le message était adressé à toutes les espèces des systèmes intérieurs. Il leur donnait 72 heures pour accepter le règne de Corvin
ou s'exposer à une destruction militaire totale. L'ultimatum mentionnait 3 espèces par leur nom: la République d'Alderani, le collectif de Crystal Vixari et l'humanité. Helena envoya immédiatement le message à l'amiral Shen par des canaux cryptés. Puis elle se dirigea vers sa fenêtre et contempla les étoiles. Quelque part dans cette obscurité, la plus grande force militaire de l'histoire galactique se dirigeait vers l'espace habité. Le général Tax commandait plus de 10 000 vaisseaux de guerre, dont d'énormes cuirassés capables de détruire des planètes entières. Elle activa son communicateur personnel et envoya un message simple au commandant Ross et au docteur Chen. Réunion d'urgence dans mes quartiers dans 10 minutes. À l'arrivée de ses collègues, Helena leur montra l'ultimatum de Corvin. Ross, un homme discret qui prenait rarement la parole lors des réunions du conseil, lut le message 2 fois avant de répondre. 72 heures, dit-il lentement. Ce n'est pas beaucoup de temps pour une évacuation. Le docteur Chen, le conseiller scientifique de l'équipe, semblait perplexe. Évacuation, où pourrions-nous aller? La flotte Corvin est trop nombreuse et rapide. Il pourrait intercepter n'importe quel navire de réfugiés. Helena observa attentivement les 2 hommes. Elle avait travaillé avec eux pendant 3 ans, mais n'avait jamais été sûre de ce qu'ils savaient de la situation réelle de l'humanité. « Avez-vous peur ?» demanda-t-elle doucement. Ross et Chen échangèrent un regard. Puis Ross sourit pour la première fois depuis qu'Helena le connaissait. « Peur ?» dit Ross. « Helena, j'attends ce jour depuis 20 ans. » Le docteur Chen rit doucement. Pensais-tu que le comité Prométhéeus enverrait des personnes non préparées représenter l'humanité au Conseil galactique? Helena sentit un soulagement la submerger. Les 2 hommes connaissaient le secret que l'humanité avait caché à la galaxie pendant des décennies. Alors tu sais ce qui va suivre, dit Helena. La galaxie est sur le point d'apprendre qu'elle a gravement sous-estimé l'espèce humaine, répondit Ross. De l'autre côté de leur fenêtre, les étoiles poursuivaient leur danse ancestrale. Quelque part parmi elles, des milliers de vaisseaux humains recevaient des signaux codés. Dans des bases secrètes à travers la galaxie, hommes et femmes activaient des systèmes qui attendaient patiemment ce moment. L'Empire Corvin avait fait son choix. Bientôt, toutes les espèces de la galaxie comprendraient que l'humanité n'était pas la culture faible et primitive qu'elle paraissait être. Les enfants de la Terre se préparaient à ce jour depuis qu'ils avaient levé les yeux vers les étoiles, se demandant qui d'autre pouvait bien les observer. Le général Tax avait qualifié les humains de mineurs et de fermiers. Dans 72 heures, ils découvriraient ce que ces derniers avaient construit dans l'obscurité entre les mondes. La nouvelle de l'ultimatum de Corvin se répandit dans la galaxie plus vite que la lumière elle-même. Les réseaux de communication bourdonnaient de messages d'urgence lorsque les espèces apprirent que le général Tax avait déclaré la guerre à 3 civilisations. Les chaînes d'information galactiques diffusaient sans cesse les mêmes images. D'immenses vaisseaux de guerre Corvin quittaient leur système d'origine pour se diriger vers les systèmes intérieurs où vivaient des milliards d'êtres innocents. Sur le monde cristallin de Vixari Prime, la population entière entreprit une évacuation désespérée. Leurs vaisseaux, de magnifiques vaisseaux semblables à des joyaux volants, furent lancés de chaque spatioport. Les Vixari étaient des commerçants pacifiques qui n'avaient jamais fabriqué d'armes plus puissantes que des outils miniers. Ils n'eurent d'autre choix que de fuir en espérant trouver un refuge. La République d'Alderani convoqua une session d'urgence de son gouvernement. Leurs dirigeants débattirent toute la nuit des conditions de reddition. Certains voulaient se battre, mais tout le monde savait. Leur petite flotte ne pouvait arrêter ne serait-ce qu'une fraction de l'armada Corvin. Au matin, ils avaient rédigé une lettre officielle de reddition espérant que le général Tac ferait preuve de clémence envers leur colonie, mais de la Terre et des colonies humaines, seul le silence régna. Toutes les espèces de la galaxie s'attendaient à ce que l'humanité soit la première à se rendre. Les forces spatiales humaines étaient minuscules comparées à celles des autres civilisations. Leur technologie semblait avoir des décennies de retard sur les standards galactiques. Plus important encore, les humains étaient connus pour leur pragmatisme, évitant les risques inutiles. Le silence de l'espace humain perturbait les observateurs galactiques. Les journalistes tentaient de contacter les colonies humaines, mais ne recevaient que des messages automatiques indiquant que les communications étaient temporairement restreintes. Les vaisseaux approchant des systèmes humains constataient que leurs capteurs étaient bloqués par une interférence. Sur Nexus Prime, Helena suivait les informations galactiques avec ses semblables. Tous 3 étaient assis dans les quartiers d'Helena, buvant un simple café tandis que la galaxie paniquait autour d'eux. Le commandant Ross surveillait les canaux de communication sur un appareil humain basique. Le docteur Chen lisait les rapports sur sa tablette,
partageant occasionnellement des informations avec les autres. Les Vikshari ont déjà évacué 4 milliards de personnes, rapporta Chen. Leurs vaisseaux se dirigent vers la bordure extérieure, mais ils n'ont pas assez de carburant pour aller bien loin. Le gouvernement Alderani a officiellement capitulé, ajouta Ross. Ils diffusent leur soumission sur toutes les fréquences, espérant que Tax l'entendra. Elena hocha la tête, mais ne dit rien. Elle fixait les étoiles par le hublot, pensant à ce qui se passait dans l'espace humain à cet instant précis. Dans les profondeurs de la surface lunaire, l'amiral Marcus Chen empruntait des couloirs qui n'existaient pas officiellement. Le centre de commandement lunaire avait été construit il y a plus de 40 ans, creusé dans la roche et dissimulé à tous les capteurs. L'installation abritait la technologie la plus avancée jamais créée par l'humanité, ainsi que les personnes qui décideraient du destin de la galaxie. Amiral Chen entra dans la salle de contrôle principale où des dizaines de techniciens travaillaient sur des écrans sophistiqués. Chaque écran montrait différentes parties de l'espace humain, surveillant des vaisseaux et des bases que d'autres espèces n'avaient jamais détectées. Au centre de la pièce se trouvait un grand fauteuil entouré d'écrans holographiques montrant la galaxie entière. « Rapport de situation », ordonna Chen en prenant place. Le capitaine Martinez, son second, s'approcha avec une tablette de données. Tous les équipements de Prometheus répondent aux signaux d'activation. Nous avons la confirmation de 847 installations secrètes réparties sur 23 secteurs. Chen hocha la tête. Depuis des décennies, l'humanité installait des bases secrètes dans toute la galaxie. Qu'ont vu les autres espèces, alors que les opérations minières et les stations de recherche étaient en réalité des installations militaires équipées de la technologie d'armement la plus avancée jamais développée. L'état de la flotte ? Demanda-t-il. 847 navires ont été activés et sont prêts à intervenir, répondit Martinez. 1200 autres sont en phase finale de préparation. Nous devrions être pleinement opérationnels d'ici 18 heures. Chen observa l'écran galactique indiquant les positions des forces militaires connues. La flotte Corvin apparaissait sous forme de points rouges se dirigeant vers l'espace habité. Elle comptait plus de 10 000 vaisseaux, dont certains des plus grands jamais construits. En revanche, la flotte officielle de l'humanité ne représentait qu'une douzaine de petits points près de la Terre. Ce que l'écran ne montrait pas, c'étaient les milliers de vaisseaux humains qui avaient passé des années camouflés en vaisseaux civils. Des cargos qui étaient en réalité des cuirassés. Des plateformes minières qui étaient en réalité des postes d'armes. Des navires de recherche dotés d'une puissance de feu suffisante pour détruire des flottes entières. Des communications ? Demanda Chan. Le lieutenant Park, l'officier des communications, se détourna de son poste. Nous recevons des demandes de reddition de l'Empire Corvin toutes les 6 minutes. Le général Tax veut une réponse dans les 12 prochaines heures. Et les autres espèces ? Les Zéphiriens ont proposé d'accueillir des réfugiés humains en échange de droits d'exploitation minière dans nos colonies extérieures. Le collectif éthéré suggère que nous envisagions une relocalisation pacifique pour éviter des conflits inutiles. L'amiral Chen sourit presque. Alors même que l'humanité est menacée de destruction, d'autres espèces tentent de profiter de la situation. Ils considéraient les humains comme des victimes sans défense qui pouvaient être sauvées en échange de précieuses concessions. « Des nouvelles de notre équipe sur Nexus Prime ?» demanda-t-il. Le capitaine Vasquez rapporte que l'attention galactique est focalisée sur le mouvement de la flotte Corvin. Personne ne soupçonne nos véritables capacités. Chen se leva et se dirigea vers un écran mural montrant la Terre vue depuis l'orbite. Le monde bleu et vert semblait paisible et sans défense. Les villes brillaient doucement du côté obscur, tandis que le côté diurne montrait des nuages blancs au-dessus de continents bruns. Pour tout observateur, la Terre apparaissait comme une planète normale, sans défense particulière. Cette apparence était soigneusement préservée. Les véritables défenses de la Terre étaient dissimulées sur la face cachée de la Lune, dans des bases d'astéroïdes réparties dans tout le système solaire et dans des installations ressemblant à des stations spatiales ordinaires. La planète où l'humanité vivait était en réalité le monde le plus fortement défendu de l'histoire galactique. Envoyez un message à tous les agents de Prometheus, ordonna Chen. Lancez la première phase d'activation. Je veux que toutes les bases secrètes et tous les vaisseaux camouflés soient prêts au combat dans les 6 heures. Oui, monsieur, répondit Martinez. Devrions-nous préparer les conditions de reddition du Corvin ? Chen la regarda avec une expression qui fit reculer plusieurs officiers subalternes. Capitaine Martinez, l'humanité n'a pas passé 50 ans à se préparer à ce moment,
alors nous pourrions nous rendre à des lézards géants et colériques. Partout dans l'espace humain, des signaux codés ont commencé à atteindre leur destination. Sur les astéroïdes miniers de systèmes lointains, des machines automatisées ont cessé d'extraire du minerai et ont commencé à découvrir des batteries d'armes cachées. Les cargos empruntant les routes commerciales habituelles ont soudainement changé de cap et ont commencé à se débarrasser de leur coque extérieure pour révéler d'élégants navires de guerre. Dans le système Kepler, ce qui semblait être un simple dépôt de carburant s'est soudainement mis à vibrer. Les sections extérieures de la station se sont repliées comme des pétales de fleurs, révélant d'imposantes tourelles et des lance-missiles. En quelques minutes, cette paisible station de ravitaillement s'est transformée en une forteresse capable de détruire tout ce qui s'en approche. De même, des transformations se produisaient à travers la galaxie. Des installations humaines, qui avaient fonctionné pendant des décennies comme des installations civiles ordinaires, révélèrent leur véritable nature. Chacune avait été soigneusement placée pour offrir un avantage stratégique maximal, tout en restant totalement invisible aux extraterrestres. La transformation ne se limitait pas aux bases et aux stations. Les vaisseaux marchands humains de toute la galaxie recevaient les mêmes signaux codés. Le vent du désert, qui avait transporté Helena sur Nexus Prime, cessa soudain de livrer ses cargaisons de céréales et commença à révéler ses systèmes d'armes cachées. Son équipage, composé de simples fermiers en apparence, revêtit rapidement des uniformes militaires et se prépara au combat. Le capitaine Thor, commandant du vent du désert, a ouvert un canal sécurisé avec son équipage. À tous, ici le capitaine. L'opération Prométhée est désormais active. Passez en configuration de combat et préparez-vous aux ordres de la phase 2. La soute du vaisseau s'est ouverte sur l'espace, éjectant des centaines de tonnes de céréales dans le vide. Sous la nourriture, des provisions et du matériel militaire de pointe émergeaient de compartiments dissimulés. Des systèmes d'armes, camouflés en équipements de manutention, se déployaient en lance-missiles mortels. Les moteurs, apparemment simples, révélaient des noyaux d'énergie supplémentaires capables de propulser le navire plus vite que la plupart des croiseurs militaires. En 2 heures, le vent du désert s'était transformé, passant d'un lent transporteur de marchandises à l'un des vaisseaux de guerre les plus perfectionnés de la galaxie. La même transformation s'opérait sur des centaines de vaisseaux similaires à travers l'espace humain. Le général Tax, commandant la flotte Corvin depuis son vaisseau amiral, le World Ender, recevait régulièrement des rapports sur l'activité humaine. Ces officiers de renseignement ont remarqué la coupure des communications et les étranges relevés des capteurs venant de l'espace humain, mais ils les ont interprétés comme des signes de panique et de préparatifs défensifs désespérés. Les humains tentent de dissimuler leurs efforts d'évacuation pathétiques, a expliqué Tax à ses officiers d'état-major. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous combattre, alors ils se précipitent comme des insectes dès que les lumières s'allument. Son officier tactique, le commandant Vex, a étudié le capteur et fait un rapport plus attentif. « Monsieur, nous détectons des relevés énergétiques inhabituels provenant de plusieurs systèmes humains. Les schémas ne correspondent pas aux procédures d'évacuation habituelles. » Tax balaya cette inquiétude d'un geste de sa main griffue. Les humains ont toujours été astucieux avec leur technologie. Ils utilisent probablement des capteurs perturbateurs pour donner l'impression que leur flotte est plus grande qu'elle ne l'est réellement. Nous savons qu'ils ne disposent que de quelques dizaines de vaisseaux, tout au plus. La flotte Corvin a poursuivi sa progression constante vers l'espace habité. 10 000 navires de guerre évoluaient en formation parfaite, leurs armes chargées et prêtes au combat. Tagix avait planifié une campagne éclair qui démontrerait la force de Corvin à la galaxie entière. Il détruirait la flotte humaine en quelques heures, puis exigerait un tribut de toutes les espèces ayant assisté à la défaite de l'humanité. De retour sur Nexus Prime, Helena reçut un message codé sur son communicateur personnel. Le texte semblait être une salutation familiale de routine de sa sœur sur Terre. Mais Helena comprit immédiatement le sens caché. Elle se tourna vers le commandant Ross et le docteur Chen. La phase 1 de Prometheus est terminée. Tous les moyens sont actifs et prêts. Ross hocha la tête et activa son propre communicateur. J'informerai le Conseil de la Confédération que l'humanité souhaite faire une déclaration officielle au sujet de l'ultimatum de Corvin. Que dois-je leur dire ? Demanda Helena. Ross sourit, avec la même expression froide qu'elle avait vue la veille. Dis-leur que l'humanité apprécie leur sollicitude et répondra aux exigences du général Tak à sa manière. Le docteur Chen rit doucement. Après-demain, la galaxie ne regardera plus jamais les humains de la même manière. Helena se dirigea vers sa fenêtre et contempla les étoiles.
Quelque part dans cette obscurité, la plus grande bataille spatiale de l'histoire galactique allait éclater. Le général Tak pensait chasser une proie sans défense. Il allait en réalité découvrir que les ancêtres de l'humanité avaient été les prédateurs les plus redoutables que leur planète ait jamais engendrés. Les enfants de la Terre avaient bien retenu ces leçons. La galaxie observait dans un silence absolu des capteurs répartis dans l'espace connu détecter une chose impossible, ce qui n'était au départ qu'une surveillance de routine. L'approche de la flotte Corvin devint soudain l'événement le plus suivi de l'histoire galactique. Chaque espèce, dotée de la technologie spatiale, braqua ses télescopes et ses capteurs vers le système solaire, s'attendant à la destruction rapide de l'humanité. Au lieu de cela, ils virent quelque chose qui défiait tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'univers. La première mesure impossible provenait de la station de surveillance spatiale zéphirienne dans le secteur Vega. La technicienne en chef des capteurs, Kayla Nin, suivait l'approche de la flotte Corvin lorsque ses instruments ont commencé à révéler d'importantes signatures énergétiques dans l'espace habité. Superviseur, Kayla Nin a appelé son supérieur. Je détecte plusieurs gros objets en train de s'allumer dans le système solaire. Les mesures d'énergie sont hors de notre portée. Le superviseur Vex 12 seconde approcha de la station de Kayla 9 avec une précision mécanique. Les Zéphiriens manifestaient rarement de l'émotion, mais même les traits métalliques de Vex 12 trahissaient la surprise face aux données des capteurs. Ces relevés indiquent des vaisseaux plus gros que des cuirassés Corvin, déclara Vex 12. Scannés pour détecter d'éventuels dysfonctionnements. Tous les systèmes fonctionnent parfaitement, répondit Kayla 9. Les signatures énergétiques sont réelles, et elles ne se limitent pas au système solaire. Je détecte des relevés similaires provenant d'installations humaines réparties dans 17 secteurs différents. Vex 12 a immédiatement activé les communications prioritaires avec le Haut Conseil zéphirien. Cette information était trop importante pour être traitée par les canaux habituels. Des scènes similaires se déroulaient au poste d'observation de la galaxie. Le réseau de surveillance psychique collectif et éthéré détecta soudain des esprits qu'il n'avait jamais perçus auparavant. Des milliers de schémas de conscience humaine, pourtant restés cachés pendant des décennies. La révélation choqua tellement leur conscience collective que plusieurs êtres éthérés perdirent complètement connaissance. Sur le monde cristallin de Vikshari Prime, les rares observateurs encore présents observèrent leurs instruments avec une stupéfaction croissante. Leur technologie basée sur les cristaux était parmi les plus sensibles de la galaxie, capable de détecter des schémas énergétiques sur de vastes distances. Ce qu'ils virent émerger de l'espace humain défia toute explication à la lumière du premier cristal. L'observateur murmura à Veltar « Comment ont-ils pu cacher des vaisseaux aussi imposants ?» La réponse à cette question devenait évidente pour lui. Les analystes militaires de toute la galaxie ne cachaient pas de vaisseaux. L'humanité dissimulait la véritable nature d'une civilisation entière dans le système solaire. L'amiral Marcus Chen observait l'affichage tactique depuis son centre de commandement sous la surface de L. Des milliers de points rouges, représentant des vaisseaux humains, apparurent à l'écran tandis que les vaisseaux de toute la galaxie abandonnaient leur système furtif et révélaient leur véritable nature. Tous les équipements Prometheus sont prêts pour la phase 2, annonça le capitaine Martinez. Nous avons 2147 vaisseaux actifs et 800 autres connectés toutes les heures. 147 vaisseaux actifs et 800 autres connectés toutes les heures. Shen acquiesça et activa le canal de communication global. À tous les vaisseaux, ici, l'amiral. Shen lance le protocole de révélation complet. Je veux que chaque capteur de la galaxie sache exactement à quoi il a affaire. Partout dans le système solaire, l'espace lui-même semblait prendre vie. Ce qui semblait être un espace vide autour de la Terre commença à révéler des structures massives dissimulées derrière des vaisseaux à technologie furtive avancée, de la taille de petites lunes. Des plateformes d'armes, visibles près de Jupiter, éclipsèrent les plus grandes stations connues. Le vaisseau amiral de la flotte secrète de l'humanité, l'Ind Indomitable Spirit, apparut près de Mars avec un éclair d'énergie visible depuis la surface de la Terre. Le vaisseau était 3 fois plus grand que n'importe quel vaisseau galactique. Les archives. Sa coque ne ressemblait à aucune technologie humaine connue. Au lieu des conceptions simples et fonctionnelles que d'autres espèces associées à l'humanité, le vaisseau semblait avoir été construit par une civilisation complètement différente. Des vaisseaux similaires apparurent dans l'espace humain. Chacune d'elles était plus grande et plus avancée que tout ce qui figurait dans les bases de données galactiques officielles. Leur système d'armes s'activait grâce à des mesures d'énergie qui faisaient luire l'espace proche lui-même
grâce aux radiations émises. Mais le système solaire n'était qu'un début. À travers la galaxie, des installations humaines, qui avaient fonctionné pendant des décennies comme des mines pacifiques, des stations et des avant-postes de recherche, commençaient à révéler leur véritable nature. Dans le système Kepler, l'humble dépôt de carburant qui avait alimenté des milliers de vaisseaux extraterrestres s'est soudainement transformé en une forteresse hérissée d'armes. Sa véritable taille est apparue lorsque des sections cachées ont émergé du stockage subspatial. Ce qui semblait être une simple station était en réalité plus grande que la plupart des vaisseaux capitaux de l'espèce. La transformation ne s'est pas limitée aux installations spatiales. Sur colonies, sur des planètes réparties sur tout le territoire humain, des installations souterraines jusque-là invisibles aux scanners orbitaux sont soudainement devenues opérationnelles. D'immenses réseaux de défense ont émergé de sous-sols de planètes que d'autres espèces avaient considérées comme des colonies agricoles. Plus choquante encore fut la révélation concernant les vaisseaux marchands humains. Tous les cargos, tous les paquebots, tous les simples transports ayant sillonné les routes commerciales galactiques pendant des décennies commencèrent à dévoiler leur déguisement. Les plaques de coque tombèrent, révélant un blindage sophistiqué. Les soutes s'ouvrirent, révélant des systèmes d'armes dissimulés depuis des années. Des moteurs qui semblaient vieux et lents se mirent soudain à flamboyer avec une puissance surpassant celle des croiseurs militaires les plus rapides. Le capitaine Thor, à bord du vent du désert, ouvrit la voie à la flotte Corvin. Sa voix était calme et professionnelle, tandis qu'il s'adressait à des êtres qui s'étaient moqués de l'humanité quelques jours auparavant. Général Tax, ici le capitaine Thor du vaisseau humain Vent du désert. Je crois que vous avez classé mon vaisseau comme un transporteur de céréales primitif dans vos rapports de renseignement. J'ai pensé que vous aimeriez voir ce que nous transportions réellement. La soute du vent du désert s'est ouverte complètement, éjectant les dernières réserves de céréales dans l'espace. En dessous, un système d'armement est apparu, révélant clairement la véritable nature du vaisseau. Ce n'était pas un transporteur de marchandises avec des armes dissimulées. C'était un cuirassé camouflé en cargo. Le général Tax, observant la scène depuis le pont de son vaisseau amiral, le World Ender, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies de guerre, une peur sincère. Ses officiers tactiques s'empressèrent de mettre à jour leur plan de bataille, tandis que les données des capteurs continuaient d'affluer de toute la galaxie. « Combien de vaisseaux humains possèdent-ils réellement » demanda Tax. Le commandant Vex étudiait les données entrantes avec une confusion croissante. « Monsieur, nos estimations se basaient sur les enregistrements officiels de la flotte et les patrouilles observées. Nous avons calculé un total de 12 à 15 vaisseaux humains. Et maintenant, les relevés des capteurs indiquent plus de 3000 vaisseaux de guerre humains actifs, et d'autres apparaissent chaque minute. Beaucoup d'entre eux sont plus grands que nos propres cuirassés. » TAC fixait l'écran tactique, affichant les positions de la flotte humaine. Des points rouges représentant les vaisseaux ennemis entouraient ses forces de tous côtés. Des vaisseaux inexistants émergeaient d'un espace qui aurait dû être vide. « C'est impossible, grommela-t-il. Comment dissimuler 3000 vaisseaux de guerre pendant 50 ans ?» La réponse à cette question devenait évidente pour les analystes du renseignement de toute la galaxie. L'humanité n'avait pas dissimulé sa flotte uniquement grâce à une technologie furtive avancée, même si cela y était certainement pour quelque chose. Elle avait dissimulé ses véritables capacités en faisant croire à tout le monde que les humains étaient exactement ce qu'ils semblaient être. Une jeune espèce primitive ne représentant aucune menace pour les puissances galactiques établies. Chaque interaction humaine avec d'autres espèces avait été soigneusement conçue pour renforcer cette impression. Des diplomates humains, comme Elena Vasquez, avaient parfaitement joué leur rôle, apparaissant compétents mais sans éclat. Des marchands humains avaient vendu des produits agricoles et des biens manufacturés de base à des prix raisonnables, semblant reconnaissants de pouvoir participer au commerce galactique. Des chercheurs humains avaient publié des articles sur des sujets sûrs et non menaçants, tandis que leurs véritables découvertes restaient confidentielles. Plus importante encore, l'humanité n'avait jamais donné à aucune espèce une raison de s'intéresser de plus près. Elle avait été des voisins serviables, des partenaires commerciaux fiables et des colons pacifiques. Les autres espèces avaient vu exactement ce qu'elles s'attendaient à voir, car les humains avaient pris grand soin de répondre à leurs attentes. Le collectif éthéré, dont les capacités psychiques avaient fait d'eux les dirigeants officieux de la galaxie pendant des millénaires, tenta de sonder les esprits humains et de comprendre leurs intentions. Ce qu'ils découvrirent les força à se rétracter sous le choc et la terreur. Les esprits humains étaient non seulement immunisés contre la télépathie éthérée,
mais ils étaient également très nuisibles au contact psychique. Lorsque des êtres éthérés tentaient de lire les pensées humaines, ils rencontraient des schémas mentaux qui semblaient brûler leur conscience comme de l'acide. Pire encore, ils percevaient dans la conscience humaine quelque chose d'inédit, l'intelligence prédatrice concentrée d'une espèce ayant évolué en chassant d'autres créatures intelligentes. Le Haut Conseil éthéré convoqua une session d'urgence pour la première fois depuis 3000 ans. Leur voix collective, habituellement calme et sage, exprimait une véritable panique lorsqu'ils s'adressèrent à leur peuple. « Les êtres que nous appelions humains ne sont pas ce qu'ils paraissent », déclara le Conseil. Ce sont des prédateurs au sommet de la pyramide qui apprennent à se déguiser en proies inoffensives. Nous avons partagé la galaxie avec des créatures dont les ancêtres ont conquis leur monde par la guerre et l'intelligence. À travers la galaxie, la prise de conscience de la véritable nature de l'humanité s'est répandue comme une traînée de poudre. Des espèces qui considéraient les humains comme utiles mais inoffensifs ont soudain compris qu'ils avaient traité avec condescendance l'une des civilisations les plus dangereuses jamais rencontrées. L'amiral Sarah Martinez, commandant de la flotte de défense sol, ouvrit un canal de communication direct avec le général Tax. Son image apparut sur les écrans de la flotte Corvin, une femme au regard calme et au léger sourire, plus menaçante que n'importe quelle arme. « Général Tax », dit Martinez d'une voix qui résonna à travers l'espace jusqu'à toutes les civilisations qui l'écoutaient. « Vous avez exigé que l'humanité se rende dans les 72 heures. J'ai pensé que vous aimeriez savoir que nous avons décidé de décliner votre généreuse offre. » Tax reprit la parole après un long moment de silence. « Vous ne pouvez pas nous l'avoir caché. Nos réseaux de renseignement couvrent toutes les espèces de la galaxie. » Le sourire de Martinez s'élargit légèrement. « Général, pensiez-vous vraiment qu'une espèce ayant conquis son propre monde par la guerre entrerait dans une galaxie pleine de menaces potentielles sans préparation adéquate ? Nous vous étudions depuis le jour où nous avons quitté notre système solaire. » « Nous étudions-nous » La voix de Takis se brisa légèrement. « Chaque accord commercial nous a appris à connaître vos économies. Chaque rencontre diplomatique a révélé vos structures politiques. Chaque projet scientifique commun nous a révélé votre technologie. Depuis 50 ans, nous apprenons tout ce qu'il y a à savoir sur la civilisation galactique, tandis que vous n'apprenez rien de nous. » Les propos de Martinez ont eu des répercussions à travers la galaxie. Des réseaux de communication comme poison. L'humanité ne se contentait pas de dissimuler ses capacités militaires. Elle menait la plus grande opération de collecte de renseignements de l'histoire galactique. Alors que d'autres espèces considéraient les humains comme de nouveaux venus inoffensifs, les humains étudiaient systématiquement tous les aspects de la civilisation galactique. « Que voulez-vous » demanda finalement Tax. L'amiral Martinez regarda droit dans la caméra, et tous ceux qui l'observaient ressentirent le poids de son regard. « Nous voulons la même chose que nous avons toujours voulu, général. Vivre. En paix. La question est de savoir si vous allez nous laisser faire, ou si nous allons devoir apprendre à la galaxie pourquoi l'évolution a produit des prédateurs suprêmes. » La communication prit fin, laissant la galaxie dans un silence stupéfait. En moins de 6 heures, tout avait changé. L'espèce que tout le monde avait sous-estimée, considérée comme une nouvelle venue primitive, s'était révélée être la civilisation la plus avancée jamais rencontrée. Et ce n'était que le début. Le général Tak se tenait sur le pont du vaisseau spatial, sa silhouette imposante tremblant de rage et de confusion. Autour de lui, ses officiers travaillaient frénétiquement à leur poste, tentant d'interpréter les relevés des capteurs qui remettaient en question tout ce qu'ils savaient des capacités militaires galactiques. « C'est impossible !» grommela Tax pour la 10e fois en 1 heure. « Aucune espèce ne peut dissimuler un tel niveau de développement militaire. Nos réseaux d'espionnage l'auraient détecté. » Le commandant Vex leva les yeux de son écran tactique, l'air sombre. « Monsieur, j'ai analysé la composition de la flotte humaine. Leur technologie semble avoir au moins 50 ans d'avance sur tout ce que nous connaissons. Certaines de leurs signatures énergétiques ne correspondent à aucun système d'armement connu. » Tax frappa la console de commande de son poing griffu, laissant de profondes rayures dans le métal. « Je me fiche de ce que disent leurs capteurs. Nous avons 10 000 vaisseaux. Même si les humains en ont 3 000, nous les surpassons en nombre. Nous attaquons comme prévu. »« Général, » dit Vex prudemment, « peut-être devrions-nous envisager des négociations. Les humains se préparent visiblement à cette confrontation. Ils pourraient être disposés à négocier. » Tax se tourna vers son second, la fureur brûlant dans ses yeux rouges. « L'Empire Corvin ne négocie pas avec ses proies. Nous sommes la puissance militaire dominante de cette galaxie.
Nous allons montrer à ces humains cachés pourquoi des civilisations entières s'inclinent devant notre puissance. Il activa le système de communication de la flotte. À tous les vaisseaux, ici le général Tax. Les humains ont révélé des vaisseaux cachés, mais ils sont encore largement dépassés en nombre. Nous attaquerons dans 1 heure, détruirons tout ce qui bouge, sans laisser de survivants. À travers la galaxie, des milliards d'êtres humains assistèrent au début de la plus grande bataille spatiale de l'histoire. Toutes les espèces dotées de capteurs avaient tourné leur attention vers le système solaire, s'attendant à assister à la destruction de l'humanité malgré leurs révélations surprenantes. La flotte Corvin avançait dans sa formation de combat traditionnelle, avec d'imposants cuirassés au centre, entourés de croiseurs et de destroyers. Le vaisseau maître menait la formation, sa coque hérissée d'armes capables de détruire de petites planètes. L'amiral Martinez observait l'approche du Corvin depuis la passerelle de l'indomitable Spirit. Son état-major restait calme et professionnel. Là, les voix se taisaient tandis qu'il coordonnait la réponse humaine. La flotte du Corvin entrera à portée de tir dans 30 minutes, rapporta son officier tactique. Tous les vaisseaux humains se déclarent prêts au combat. Des escadrilles de chasseurs demanda Martinez, prêts à décoller. Nous avons plus de 12 000 chasseurs prêts à être déployés. Martinez hocha la tête. Les Corvins s'attendaient à affronter quelques dizaines de vaisseaux humains. Au lieu de cela, ils allaient affronter la force militaire la plus avancée jamais rassemblée. Mais le nombre et la technologie n'étaient qu'une partie de l'avantage de l'humanité. La véritable différence résidait dans l'entraînement et la réflexion tactique, développée au cours de 50 années de préparation minutieuse. « Ouvrez un canal avec le général Tax », ordonna Martinez. Le visage balafré du commandant Corvin apparut sur l'écran principal, l'air empli d'une confiance arrogante. « Amiral humain », ricana Tax. Vous avez impressionné la galaxie avec vos vaisseaux cachés, mais ces démonstrations impressionnantes ne signifient rien en combat réel. Rendez-vous maintenant, et je permettrai à votre espèce de servir l'Empire Corvin en tant qu'ouvrier qualifié. Martinet afficha le même sourire glacial qui avait choqué la galaxie lors de sa précédente communication. Général, j'ai essayé de vous donner une chance de vous replier. Vous auriez dû la saisir. Pensez-vous que vos 3000 vaisseaux peuvent vaincre la puissance de l'armada Corvin? Tax rit. Un rire rauque qui résonna dans le canal de communication. 3000? Martinet semblait sincèrement perplexe. Général, je pense que vos rapports de renseignement sont obsolètes. Nous avons 447 vaisseaux actifs dans ce seul système, et ce n'est que la flotte de défense solaire. Le rire de Tax s'éteignit lorsque ses officiers capteurs confirmèrent la déclaration de l'amiral. La flotte humaine s'était encore agrandie pendant qu'ils discutaient. Des vaisseaux continuaient de sortir de leur cachette à travers le système solaire. Impossible, chuchota Fax. Général, poursuivit Martinez sur le même ton calme. Vous avez exigé que 3 espèces se soumettent à la domination des Corvins. Sachez que toutes les 3 ont refusé. La République d'Aldéranie a retiré sa reddition et placé sa flotte sous protection humaine. Les Vixari nous ont demandé de défendre leurs vaisseaux d'évacuation et l'humanité. Elle marqua une pause. Eh bien, je crois que tu commences à comprendre notre position. Elle marqua une pause. Eh bien, je crois que tu commences à comprendre notre position. Tu bluffes, grogna Tax. Aucune espèce ne ferait confiance aux humains pour la protéger, fit Martinez en désignant quelqu'un hors champ. Un instant plus tard, la communication s'est élargie pour inclure 2 visages supplémentaires, l'ambassadeur Kresh de la République d'Aldéranie et Crystal Singervel du collectif Vikshari. Le général Tax, l'ambassadeur Kresh, a déclaré officiellement que la République d'Aldéranie retirait sa reddition et plaçait ses forces militaires sous commandement humain pour la durée de ce conflit. La voix de Crystal Singervel, traduite par la voix, portait des harmoniques de détermination. Le collectif Vixari demande la protection humaine pour notre peuple et nos mondes. Nous avons vu de quoi l'humanité est capable. Tax fixait l'écran, incrédule. En moins d'une journée, l'humanité avait réussi à convaincre 2 autres espèces de lui faire entièrement confiance. Les implications stratégiques étaient stupéfiantes. À l'attaque, rugit Tax. Tous les vaisseaux, ouvrez le feu. La flotte Corvin déclencha le plus grand barrage d'armes coordonné de l'histoire galactique. Des milliers de faisceaux d'énergie et de missiles filèrent à travers l'espace vers les formations humaines. Le spectacle était si imposant qu'il était visible à l'œil nu depuis des planètes à des années-lumière. Ce qui se produisit ensuite choqua tous les observateurs de la galaxie. La flotte humaine ne se dispersa pas
et ne tenta pas d'échapper à l'attaque imminente. Au lieu de cela, elle l'absorba simplement. Des boucliers énergétiques, jusque-là invisibles, s'illuminèrent soudain, déviant des armes qui auraient dû détruire des vaisseaux entiers. Les armes Corvin les plus puissantes frappèrent des vaisseaux humains et disparurent, leur énergie absorbée et dissipée. Impossible, hurla Tak. Aucun bouclier ne peut arrêter une telle puissance de feu. La voix de l'amiral Martinez résonna dans le canal de communication, toujours calme et professionnel. Général, nos boucliers reposent sur des principes que vos scientifiques n'ont pas découverts. Pourtant, mais peu, être aimeriez-vous voir de quoi nos armes sont capables? La réponse de la flotte humaine commença lentement, presque doucement. Quelques dizaines de vaisseaux humains tirèrent des rayons d'énergie isolés sur les vaisseaux corvins. Les armes semblaient presque primitives, comparées au déluge massif que les corvins venaient de déchaîner. Puis les vaisseaux corvins commencèrent à exploser. Les rayons d'énergie n'endommagèrent pas seulement les vaisseaux corvins. Ils déchirèrent leurs coques comme du papier. Les boucliers qui avaient protégé les vaisseaux corvins pendant des siècles s'effondrèrent instantanément. Les blindages capables de résister aux tirs directs des canons des dreadnoughts fondirent comme de la glace au soleil. « Manœuvre d'évitement », ordonna Tax avec désespoir. Tous les vaisseaux effectuaient des manœuvres d'évitement, mais les armes humaines semblaient anticiper chaque mouvement. Les vaisseaux corvins tournoyaient et virevoltaient dans l'espace, mais les faisceaux d'énergie les suivaient comme des êtres vivants. Des systèmes de ciblage qui n'avaient jamais manqué leur cible se retrouvèrent incapables de se verrouiller sur les vaisseaux humains qui semblaient courber l'espace autour d'eux. La bataille, si l'on peut dire, dura exactement 17 minutes. Lorsque les tirs cessèrent, plus de la moitié de la flotte Corvin avait été détruite ou neutralisée. Les vaisseaux survivants flottaient impuissants dans l'espace, leur système surchargé par des effets d'armes qu'ils ne comprenaient pas. Le puissant vaisseau destructeur de mondes, fierté de la marine Corvin, s'éloigna péniblement, ses moteurs à peine fonctionnels et son blindage prétendument impénétrable percé de trous. Le général Tox, dont la passerelle était partiellement détruite et la moitié de son équipage inconscient, fixait l'écran tactique, complètement sous le choc. Sa flotte, la plus grande force militaire de l'histoire galactique, avait été vaincue si rapidement et si complètement que cela ressemblait à un cauchemar. Le visage de l'amiral Martinez apparut sur son système de communication endommagé. « Général, vos vaisseaux survivants sont libres de partir. Racontez à la galaxie ce que vous avez vu aujourd'hui. »« Qui êtes-vous » murmura Tax d'une voix à peine audible. L'expression de Martinez devint sérieuse. « Nous sommes l'espèce que vous auriez dû laisser tranquille, général. Nous sommes les enfants d'un monde où tout cherchait à nous tuer. Alors nous avons appris à tout tuer en premier. Nous sommes venus vers les étoiles dans l'espoir de trouver des amis, mais nous nous préparions à rencontrer des ennemis. » Elle marqua une pause, fixant le commandant Corvan brisé. « Vous avez commis l'erreur de nous prendre pour des proies. Nous ne sommes pas des proies, général. Nous sommes ce que les proies craignent. » La communication fut interrompue, laissant Tax seul avec les débris de sa flotte et sa compréhension brisée de la galaxie. Mais la démonstration dans le système solaire n'était qu'une partie de la réponse de l'humanité. Partout dans l'espace galactique, des scènes similaires se déroulaient partout où les forces Corvan étaient stationnées. Dans le secteur Centauri, une flotte de patrouilles Corvan qui menaçait la navigation civile se retrouva encerclée par des vaisseaux humains surgis d'un espace apparemment vide. Le commandant humain leur offrit une seule chance de se rendre. Face au refus de Wado, le commandant Corvan, sa flotte fut neutralisée en moins de 10 minutes. Près de la planète natale des Vixari, des vaisseaux Corvans qui s'apprêtaient à attaquer les convois d'évacuation détectèrent soudain d'énormes cuirassés humains émergeant de l'hyperespace. Les Corvins s'enfuirent sans tirer un seul coup de feu, laissant les êtres de cristal sous protection humaine. Dans le système d'Alderaan, une force d'intervention humaine arriva, juste au moment où les troupes terrestres Corvins s'apprêtaient à débarquer sur la planète capitale de la République. Les vaisseaux humains ne se contentèrent pas de repousser l'invasion, ils la détruisirent complètement, ne laissant aucun survivant pour rapporter les événements. Il n'y avait aucun survivant pour rapporter ce qui s'était passé. La nouvelle de la victoire écrasante de l'humanité se répandit dans les réseaux de communication galactiques plus vite que la lumière des explosions elles-mêmes. Les espèces qui avaient observé la bataille avec leurs propres capteurs avaient du mal à croire ce qu'elles avaient vu. Le Haut Conseil zéphyrien convoqua une session d'urgence pour discuter du problème humain. Leurs esprits logiques peinaient à comprendre à quel point ils avaient méconnu les capacités de l'humanité. Le collectif éthéré se retira dans une profonde méditation,
leur capacité psychique encore vivace au contact des esprits humains. Pour la première fois de leur histoire ancienne, ils rencontraient des êtres dont ils ne pouvaient déchiffrer les pensées et dont ils ne pouvaient prédire les intentions. Partout dans la galaxie, des réunions d'urgence furent convoquées, les civilisations réalisant que tout ce qu'elles pensaient savoir sur les structures du pouvoir galactique avait changé du jour au lendemain. Sur Nexus Prime, la capitaine Elena Vasquez entra dans les salles du Conseil de la Confédération avec une expression différente de celle qu'elle avait jamais affichée auparavant. L'humble diplomate qui avait enduré moquerie et rejet avait disparu. À sa place se tenait une représentante de la force militaire la plus puissante que la galaxie ait jamais connue. La salle était remplie de représentants de toutes les espèces majeures, tous fixant la section humaine avec un mélange de peur, de respect et d'incrédulité. Elena s'assit et activa son appareil de communication. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix qui résonna dans toute la salle, je crois que nous devons discuter de changements dans la politique galactique. L'ère de l'humanité, cachée dans l'ombre, était révolue. La galaxie ne serait plus jamais la même. Les conséquences de la révélation humaine provoquèrent une onde de choc dans toute la civilisation galactique. Dans les heures qui suivirent la destruction de la flotte Corvin, des messages d'urgence inondèrent les réseaux de communication, tandis que les espèces peinaient à comprendre ce dont elles avaient été témoins. Sur la planète cristalline de Zephyr Prime, le Haut Conseil régnant se réunit dans sa chambre de pure logique. Pendant 3000 ans, ils avaient pris des décisions fondées sur une analyse minutieuse et une précision mathématique. Ils étaient désormais confrontés à un problème qui défiait tous leurs calculs. La démonstration militaire humaine a dépassé nos projections de 847%, annonça le conseiller Prime 9 d'une voix métallique, chargée de confusion. Nos modèles prédisaient les capacités humaines en se basant sur la technologie observée et la taille de la flotte. Tous les modèles étaient fondamentalement erronés. Le conseiller Logic 12 examinait les flux de données circulant sur des écrans holographiques. L'analyse de la technologie des armes humaines indique des avancées scientifiques dépassant nos connaissances actuelles. Leur système de bouclier fonctionne selon des principes inconnus dans aucune base de données galactique. Une recommandation ? Demanda Prime 9. Le Conseil a traité les données pendant 4-7 secondes, un temps inhabituellement long pour une prise de décision zéphirienne. Finalement, Logic 12 prit la parole. Contact diplomatique immédiat avec les dirigeants humains. Priorité, coopération maximale et accord de non-agression. D'accord, répondit Prime 9. Lancez des protocoles de reddition. Des discussions similaires eurent lieu dans toute la galaxie, mais la panique fut particulièrement intense dans les territoires corvins restants. La flotte brisée du général Tax avait réussi à retourner dans l'espace corvin, apportant des nouvelles qui ébranlèrent la confiance de l'Empire. L'empereur Vasque, souverain suprême de l'Empire corvin, écoutait le rapport de Tax avec une incrédulité grandissante. L'imposant chef reptilien était assis sur son trône d'armes conquises, entouré des trophées d'une centaine de civilisations vaincues. « Vous me dites, dit lentement Vasque, que ces humains primitifs ont détruit la moitié de notre flotte en 17 minutes ?» Tax s'agenouilla devant son empereur, son corps balafré révélant les blessures récentes de la bataille. « Votre Majesté, ils ne sont pas ce qu'ils semblaient être. Leur technologie dépasse tout ce que nous avons connu, leurs armes transperçant nos meilleures armures comme si elles étaient en papier. Et leur nombre ? Au moins 5000 vaisseaux rien que dans le système solaire, et d'autres apparaissent à travers la galaxie. Nos estimations des services de renseignement étaient erronées de plusieurs milliers de pourcents. » L'empereur Vasque se leva de son trône, sa silhouette massive projetant des ombres sur la salle. Pendant 800 ans, l'Empire corvin s'était développé par la conquête et l'intimidation. Il n'avait jamais rencontré d'espèce qu'il ne pouvait vaincre ou contraindre à la soumission. « Quelles sont leurs exigences ?» demanda Vasque. Tax leva les yeux, perplexe. « C'est là le plus dérangeant, Votre Majesté. Ils n'ont formulé aucune revendication. Ils se défendent simplement, eux et les autres. L'amiral humain a dit qu'il voulait vivre en paix. La paix. » Vasque rit. Mais le rire était dénué d'humour. Aucune espèce ne construit ce genre de force militaire pour la paix. Peut être, dit Tax à voix basse, la construisent-ils pour assurer la paix? Les implications de cette déclaration planèrent sur les dirigeants corvins comme un nuage noir. Une espèce qui développait une puissance militaire écrasante, non pour conquérir mais pour se protéger, leur échappait totalement. Sur Nexus Prime,
Le Conseil de la Confédération galactique siégeait en urgence depuis 18 heures. Des représentants de dizaines d'espèces remplissaient la salle, leur voix semant la panique, la confusion et des négociations désespérées. La capitaine Elena Vasquez était assise dans la section humaine, plus seule. L'amiral Martinez était arrivé avec une équipe diplomatique complète, transformant le petit coin de la salle en un centre d'attention galactique. Chaque espèce voulait parler aux humains, comprendre leurs intentions et assurer sa propre survie. L'EDA. L'ambassadeur Alderani Kresh fut le premier à prendre la parole officiellement. L'État. L'ambassadeur Alderani Kresh fut le premier à prendre la parole officiellement. La République Alderani souhaite remercier l'humanité pour sa protection et officialiser notre alliance. Nous mettons notre flotte et nos ressources à sa disposition. La chanteuse de Crystal Vale, du Vikshari, flottait près de la section humaine. Sa forme cristalline reflétait les lumières de la chambre en des motifs qui exprimaient une profonde gratitude. Le collectif Vikshari a envers l'humanité une dette irréparable. Notre espèce tout entière vit grâce à votre intervention. L'amiral Martinez se leva pour s'adresser à l'Assemblée. Le brouhaha de dizaines de conversations s'éteignit instantanément, chacun se concentrant sur ses paroles. « Chers membres de la Confédération », commença-t-elle, sa voix résonnant clairement dans la salle. « Je souhaite répondre aux inquiétudes soulevées quant aux capacités et aux intentions de l'humanité. » Elle activa un écran holographique affichant le territoire galactique actuel. Pendant 50 ans, l'humanité s'est contentée de rester une représentation mineure du territoire galactique actuel. Pendant 50 ans, l'humanité s'est contentée de rester un partenaire mineur de la civilisation galactique. Nous n'avons demandé rien d'autre que le droit de commercer librement, de coloniser des mondes inhabités et de participer pacifiquement à la communauté des espèces intelligentes. L'affichage a changé, montrant la récente agression des Corvins. Il y a 3 jours, l'Empire Corvin a lancé un ultimatum exigeant que 3 espèces se soumettent à sa domination sous peine de destruction. Ce n'était pas le premier ultimatum de ce genre, mais simplement le dernier en date, s'inscrivant dans une escalade d'agression menaçant la stabilité de la civilisation galactique. Des murmures d'accord parcoururent la salle. De nombreuses espèces avaient souffert des menaces et des exigences de Corvin. La réponse de l'humanité n'était ni la conquête ni la vengeance, poursuivit Martinez. Nous nous sommes simplement défendus, ainsi que ceux qui demandaient notre protection. La flotte Corvin fut neutralisée, mais non détruite. Les vaisseaux survivants purent rentrer sains et saufs. L'ambassadeur Train, du collectif éthéré, flotta vers l'avant, sa silhouette scintillant d'énergie psychique. Lorsqu'il parla, sa voix résonna directement dans l'esprit de tous les présents. Amiral Martinez, dit Train, le collectif éthéré s'interroge sur la véritable nature de l'humanité. Nos sondes psychiques ont détecté des schémas mentaux inédits. Votre espèce possède la conscience des prédateurs suprêmes. Martinez hocha calmement la tête. Ambassadeur Train, c'est exact. L'humanité a évolué sur un monde où la survie exigeait une vigilance constante et la capacité d'éliminer les menaces. Nous sommes des prédateurs, par nature. Cet aveu répandit une vague de peur dans la salle. Plusieurs espèces plus petites commencèrent à envoyer des signaux d'urgence à leur monde d'origine. Cependant, poursuivit Martinez en haussant légèrement la voix, nous sommes aussi des êtres intelligents, capables de choix. Nous choisissons d'utiliser notre instinct de prédateur pour protéger plutôt que pour chasser. Nous choisissons d'être des bergers plutôt que des loups. Elle désigna la pièce autour d'eux. Regardez cette pièce. Des dizaines d'espèces, dont beaucoup sont ennemies depuis des siècles, assises ensemble en paix. La Confédération nous a donné quelque chose que nos ancêtres n'ont jamais eu, une communauté digne d'être protégée. Elena se leva et alla rejoindre l'amiral Martinez au centre de la salle. Les conditions posées par l'humanité pour la paix galactique sont simples, annonça-t-elle. Mettre fin aux guerres, stopper la conquête, protéger les faibles. Nous ferons respecter ces conditions non par la conquête, mais par la certitude que toute espèce menaçant la paix galactique sera confrontée à une force écrasante. La Chambre s'est ouverte à des discussions, tandis que les représentants des espèces consultaient leur gouvernement. Les implications étaient stupéfiantes. L'humanité ne réclamait ni tribu ni territoire. Elle exigeait que la galaxie apprenne à vivre en paix. La voix de l'amiral Shen parvenait du système de communication de la Chambre depuis la Terre. « Mesdames et messieurs, je tiens à être très clair sur la position de l'humanité. Nous n'avons aucun intérêt à dominer la galaxie. Nous n'avons aucun désir de conquérir ou de soumettre d'autres espèces.
Nous refusons tout simplement de laisser les forces s'attaquer aux faibles. » Il marqua une pause, laissant ces paroles pénétrer son esprit. Pour les espèces qui privilégient la coopération et la paix, l'humanité sera l'allié la plus fiable que vous ayez jamais connu. Pour ceux qui privilégient l'agression et la conquête, eh bien, je crois que vous avez vu notre réponse à l'Empire corvin. Au cours des jours suivants, la galaxie commença à se transformer d'une manière qui aurait semblé impossible quelques semaines auparavant. Le premier à se rendre officiellement fut l'Empire corvin lui-même. L'empereur Vasque, confronté au choix entre la soumission et la destruction totale de sa civilisation, choisit la survie. La cérémonie de reddition eut lieu sur Nexus Prime, sous les yeux de représentants de toute la galaxie, tandis que le fier Empire Corvan mettait officiellement fin à ses campagnes de conquête. Le général Tax, l'armure polie mais le moral brisé, lut les termes de la reddition d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'Empire Corvan renonce par la présente à toute revendication sur les territoires acquis par agression. Par la présente, l'Empire renonce à toute revendication territoriale acquise par agression. Nous retirons nos forces à nos frontières d'origine et nous engageons à résoudre tout différend futur par la voie diplomatique. Nous acceptons la surveillance humaine de nos activités militaires et nous engageons à contribuer aux efforts de maintien de la paix galactique. L'amiral Martinez a accepté la reddition avec le même professionnalisme serein dont elle avait fait preuve tout au long de la crise. Le peuple corvien est invité à rejoindre la nouvelle communauté galactique sur un pied d'égalité. Votre expertise militaire, bien dirigée, contribuera à maintenir la paix que nous construisons tous ensemble. La transformation ne s'est pas limitée aux grandes puissances. Dans toute la galaxie, des conflits mineurs qui faisaient rage depuis des décennies ont soudainement pris fin, les combattants ayant compris que l'humanité ne tolérerait plus d'agression. Les conflits frontaliers furent résolus par l'arbitrage plutôt que par la guerre. Les routes commerciales, autrefois minées par la piraterie, devinrent sûres grâce à l'apparition de patrouilleurs humains partout où ils étaient nécessaires. Certaines espèces eurent du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité. L'hégémonie de Vort tenta de poursuivre ses opérations de traite d'esclaves, persuadés que l'attention de l'humanité était focalisée ailleurs. Ils découvrirent leur erreur lorsque des vaisseaux humains apparurent simultanément sur tous les marchés aux esclaves Vort, offrant la liberté aux captifs et la destruction à tous ceux qui s'opposaient à eux. La libération des marchés aux esclaves prit moins de 6 heures. La quatrième hégémonie cessa d'exister en tant que puissance indépendante, ses dirigeants furent emprisonnés et son territoire placé sous administration humaine jusqu'à l'instauration d'un gouvernement démocratique. Pour chaque espèce qui résista, 10 autres embrassèrent le nouvel ordre galactique. Les bienfaits de la paix devinrent évidents. À mesure que le commerce prospérait, que la coopération scientifique progressait et que les ressources gaspillées en renforcement militaire étaient réaffectées à l'amélioration des conditions de vie de milliards d'êtres humains. 1 an après la révélation de la véritable force de l'humanité, la capitaine Elena Vasquez se tenait dans la même salle du Conseil de la Confédération où elle avait été autrefois renvoyée et moquée. La pièce avait la même apparence, mais tout le reste avait changé. La section humaine n'était plus un petit coin de la pièce. Elle avait été agrandie pour accueillir les représentants des dizaines d'espèces qui avaient auparavant demandé protection et conseils humains. La République d'Alderaani, le collectif Vixari et bien d'autres collaborent désormais directement avec l'humanité pour maintenir la paix galactique. Elena ouvre la séance. La première réunion annuelle de révision de l'accord de paix galactique est en cours. Nous commencerons par les rapports de chaque secteur sur le respect des accords de paix. Les rapports sont extrêmement positifs. Les conflits armés entre espèces avaient atteint leur plus bas niveau de l'histoire galactique. Le commerce avait augmenté de 340%. La coopération scientifique avait permis des avancées bénéfiques pour toutes les civilisations participantes. Mais le changement le plus important était moins tangible, mais plus profond. Les espèces de la galaxie avaient commencé à se considérer comme faisant partie d'une communauté plus vaste plutôt que comme des concurrents luttant pour la domination. Des enfants d'espèces différentes jouaient ensemble sur des mondes mixtes. Les scientifiques partageaient librement leurs découvertes entre les espèces. L'art et la culture circulaient entre les civilisations dans une floraison de créativité sans précédent. L'ambassadeur Tren du collectif éthéré s'adressa à l'Assemblée avec une voix psychique proche de l'émerveillement. Depuis 10 000 ans, notre collectif observe l'essor et le déclin des civilisations. Nous avons vu d'innombrables espèces s'autodétruire par la guerre et l'agression. Jamais auparavant, nous n'avions assisté à l'émergence d'une véritable civilisation galactique.
Il marqua une pause, son corps brillant d'émotions complexes. L'humanité a accompli ce que nous croyons impossible. Ils ont appris à la galaxie à privilégier la coopération à la conquête, la protection à la prédation. L'amiral Martinez, désormais représentante principale de l'humanité auprès de la Confédération, sourit en répondant « Monsieur l'ambassadeur, nous avons simplement fait ce que toute espèce responsable aurait fait face à des menaces contre des vies innocentes. Nous avons protégé ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. Mais tu as fait plus que ça, insista Train. Tu nous as montré que la force peut servir à nourrir plutôt qu'à détruire. Tu as prouvé que les prédateurs les plus dangereux peuvent choisir de devenir gardiens. Helena regarda par les fenêtres de la chambre les étoiles au-delà. Quelque part, là-bas, des vaisseaux humains patrouillaient les routes commerciales et protégeaient des mondes paisibles. D'autres vaisseaux exploraient de nouveaux systèmes, toujours prêts à défendre toute vie innocente qu'ils rencontraient. Les enfants de la Terre étaient bel et bien devenus des bergers, veillant sur une galaxie qui avait enfin appris à vivre en paix. Dans son dernier journal de bord, Helena écrivit « Ils nous traitaient de mineurs et de fermiers, pensant nous insulter. Ils n'avaient pas réalisé que les agriculteurs comprenaient l'importance de protéger ce qui pousse et que les mineurs savaient combien il était important de bâtir des fondations solides. Nous avons offert à la galaxie les deux, une protection pour ceux qui cherchent à se développer et un fondement de paix qui perdurera pour les générations à venir. La galaxie avait appris que la plus grande force de l'humanité ne résidait ni dans ses armes ni dans sa technologie, mais dans son choix d'utiliser une puissance écrasante au service de la paix. Et en tirant cette leçon, chaque espèce, dans l'espace connu, a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible, un avenir qui valait la peine d'être construit ensemble.